Auteur de 8 meurtres en 7 ans, Marcel Barbeau, surnommé le tueur de l'ombre, a été arrêté. 94% de oui ont marqué la volonté des Espagnols de tourner le dos au passé. Une majorité de pays de l'OPEP serait favorable à une hausse de 15% des prix du pétrole. La France renonce à toute exportation de matériel pouvant servir à la fabrication d'armes atomiques. Pour Jérôme Monod, secrétaire général du RPR, Giscard Chirac, même combat. Madame, Monsieur, bonsoir. Le tueur de l'ombre vient d'être arrêté. On lui reproche 8 assassinats en 7 ans. Ce surnom, ce sont les habitants de la région de Nogent-sur-Oise, près de Paris, qui le lui avaient donné, car chaque fois, il parvenait à s'échapper. L'homme qui vient d'être inculpé et emprisonné est âgé de 35 ans et correspond au portrait robot établi par la police. Et pourtant, ce soir, il continue à nier. 150 personnes suspectes étaient surveillées par les policiers, 15 ou 16 ont été interrogées en 3 mois. Marcel Barbeau semble avoir été identifié officiellement par les enquêteurs. Cet après-midi, le juge d'instruction l'a inculpé pour les 8 meurtres de Nogent-sur-Oise. Marcel Barbeau, que vous voyez sur ces images, a 35 ans, père de 2 enfants de 4 et 9 ans. Chez lui, les policiers ont retrouvé la panoplie d'armes utilisées par le tueur, y compris la carabine 22 long rifle dont on est sûr qu'elle a servi au moins une fois à tuer. La série des 8 meurtres a débuté en janvier 69, il y a 7 ans. Dans cette maison, dans la maison que nous allons voir, une balle tirée de l'extérieur faisait la première victime. Et puis le 23 janvier, une autre femme âgée de 30 ans était retrouvée morte dans les mêmes circonstances. Pendant 7 ans, périodiquement, dans la région de Nogent-sur-Oise, le meurtrier a sévi impunément et toujours sur le même schéma. Les victimes, 7 femmes, un homme. Particularité, les 7 femmes étaient brunes, âgées de 20 à 30 ans. La peur était telle que les jeunes femmes brunes de la région de Nogent se faisaient teindre en blonde. Presque toujours, le meurtrier opérait à l'aube, presque toujours encore, et l'on ignore pourquoi, près d'une voie ferrée. Ce soir, d'une manière irréfutable, le dernier crime peut lui être imputé. L'expertise balistique a en effet confirmé que la carabine retrouvée au domicile de Marcel Barbeau avait servi le 6 janvier 1976 à tuer une jeune Polonaise. Toutefois, il faut rappeler que l'inculpé nie toute participation à ces assassinats. En tout point pourtant, Marcel Barbeau correspond au portrait robot établi par tous les témoins. C'est par un oui franc et massif, si je puis dire, que les Espagnols ont répondu à la question qui leur était posée. Près de 95% se sont déclarés d'accord pour l'élection de 2 assemblées au suffrage universel. Élections qui, on le sait maintenant, auront lieu au printemps prochain, au mois de mai sans doute. Victoire donc sans conteste pour le roi et son gouvernement, demi-échec pour l'opposition qui avait prôné l'abstention, environ 22% seulement des Espagnols sont restés chez eux, mais ces partis peuvent dire à juste titre d'ailleurs qu'ils n'ont pas eu le droit de faire officiellement campagne. Finalement, les véritables perdants, ce sont les franquistes qui avaient demandé de voter non et qui recueillent un peu moins de 3% des suffrages, 1 an seulement après la mort du général Franco. Peuple, exprime-toi, c'est ici le titre d'une très belle chanson qui tient depuis à peu près un mois la première place du hit-parade et que le gouvernement espagnol a très largement utilisé pendant sa campagne électorale. Eh bien, ce peuple espagnol s'est largement exprimé au-delà de toute espérance, puisque vous le savez, c'est un raz-de-marée de oui, 95%, qui l'emporte à ce référendum. Cette réponse indique très clairement que les Espagnols ont voté pour la démocratie et pour les libertés. Et aujourd'hui seulement, je crois qu'on peut dire que l'Espagne a peut-être cessé d'être fasciste. Témoin encore, et c'est peut-être le plus important, le chiffre obtenu par le partisan du non, c'est-à-dire la droite et l'extrême droite. Ils ont eu 3%, ils en attendaient 10%. Les abstentions maintenant, 23%, c'est une petite déception pour la gauche, 30% aurait été un succès, mais il est vrai que les partisans de l'abstention n'ont jamais pu s'exprimer librement à la radio ou à la télévision. Mais une page est donc tournée aujourd'hui, la prochaine étape, les élections législatives, mais d'ici là, une très grande partie de la vie politique espagnole sera surtout centrée sur la reconnaissance, sur la légalisation des partis d'opposition, dont bien sûr le Parti communiste espagnol, une question, vous le savez, très épineuse pour le gouvernement.
Le gouvernement peut être satisfait, seule ombre au tableau, l'affaire Auriol, toujours détenue par ses ravisseurs. On pense que cet enlèvement a fait voter un peu plus pour le oui. Cependant, ici, ce oui massif, 95%, rappelle quand même trop les consultations de l'époque franquiste. Le gouvernement aurait de loin préféré que cette première consultation libre ait les normes des démocraties européennes. Mais ce chiffre de 95% reflète bien, à lui seul, toutes les ambiguïtés du système. Sur sa lancée, le roi Juan Carlos pourrait d'un instant à l'autre ce soir annoncer une amnistie totale en Espagne. C'est du moins ce qu'affirme un quotidien du soir madrilène. Enfin, on est donc toujours sans nouvelles de M. de Auriol. Un nouvel ultimatum a été lancé aujourd'hui par ses ravisseurs, réclamant toujours la libération de 15 prisonniers politiques avant vendredi minuit. Et puis j'ajoute que, selon une dépêche, les ravisseurs de M. de Auriol ont été reconnus par la famille sur des photographies que leur avait soumis la police. Réunion des pays producteurs de pétrole au Qatar. L'attente se prolonge. Ce soir, on parle d'une majorité en faveur d'une hausse de 15%. Hier soir, on ne parlait que de 8%. La discussion semble très serrée donc et les divergences sérieuses puisque le ministre saoudien est reparti chez lui ce midi pour prendre de nouvelles instructions car on sait qu'au départ, l'Arabie saoudite était favorable à un gel des prix, pour l'instant du moins. Cela dit, quelle que soit l'importance de cette augmentation, dès hier soir, M. Raymond Barre, le Premier ministre, qui était l'invité de notre magazine, c'est-à-dire, a bien précisé qu'en 1977, nos importations de pétrole brut seraient limitées à 55 milliards de francs. Le gouvernement a mis à l'étude un programme d'économie d'énergie, précisément pour respecter le chiffre de 55 milliards qui a été retenu comme plafond en valeur à nos importations de pétrole. Eh bien, la hausse, d'abord, je crois que de toute façon, on n'y coupera pas. Alors se posent deux questions. De combien l'essence et le fioul domestique vont-ils augmenter? Ça, on ne le saura que dans les tout prochains jours. Deuxième question, tout aussi importante, quand paierons-nous plus cher pour rouler en voiture et pour nous chauffer? Autrement dit, à partir de quand sera répercutée sur le consommateur la hausse décidée par l'OPEP? Immédiatement, c'est-à-dire le 1er janvier, a dit M. Raymond Barre il y a quelques jours, pas avant un mois et demi, suggèrent certains ministres. Pourquoi ce délai? Parce que, disent-ils, le pétrole qui arrivera dans les ports français à partir du 1er janvier aura été chargé sur les lieux de production 30 et même 45 jours plus tôt, compte tenu des délais de transport, et donc payé à l'ancien prix. Techniquement, ce serait la solution équitable, disent les adversaires de la hausse immédiate. Ajoutons qu'au moment où l'on cherche par tous les moyens à lutter contre l'inflation, tout retard d'une hausse de prix est souhaitable et bienvenu. Les partisans d'une répercussion immédiate de la décision de l'OPEP sur les tarifs de l'essence et du fioul avancent les arguments suivants. Les compagnies pétrolières y trouveront leur compte, c'est vrai, mais elles ont besoin d'oxygène pour atténuer les effets de la hausse du dollar qu'elles ont subis directement. C'est une industrie nationale qu'il ne faut pas laisser péricliter. D'ailleurs, il faudra bien qu'elle se réapprovisionne au prix fort. Par ailleurs, les Français ont tendance à consommer trop de carburant. Le tour de vis supplémentaire que représenterait une hausse immédiate les incitera peut-être à moins rouler. Tel est l'avis de ceux qui souhaitent une répercussion immédiate de la hausse décidée par l'OPEP. Ce matin, d'ailleurs, un conseil interministériel a pris déjà des mesures pour réduire encore la consommation. Le débat, en tout cas, reste ouvert. Il sera tranché au plus haut niveau, espérons-le, dans la clarté. C'est une décision politique, vraiment, qui a été prise ce matin par le gouvernement français qui continuera à vendre des usines nucléaires, mais ne proposera plus d'installation de retraitement des déchets atomiques qui, eux, peuvent toujours servir à des fins militaires, c'est-à-dire à la construction de bombes atomiques. Oui, la France continuera à vendre des centrales nucléaires comme celle-ci, en construction au Bugey, près de Lyon. Elle ne fabrique que de l'électricité, mais aussi des déchets. Nous ne vendrons plus, par contre, d'usines capables d'extraire le plutonium à partir de ces déchets, comme cela se fait ici, à La Hague, car ce plutonium peut conduire à la fabrication de la bombe atomique et aussi à être un combustible. Mais cette décision intervient alors que la France vient de négocier avec le Pakistan l'achat d'une telle usine. Alors ce contrat va-t-il être mis en cause? Les contrats signés sont signés. La France ne revient pas sur sa signature. Nous avons déjà vendu aussi des centrales électronucléaires avec la garantie que le pays acheteur puisse les faire marcher correctement. Est-ce que nous allons continuer dans cet ordre d'idées
avec cette nouvelle décision? Bien évidemment, puisque nous garantissons aux acheteurs le combustible et le service du combustible. Ça veut dire qu'une fois que le combustible a été irradié, nous sommes prêts à le retraiter, mais toujours avec cette condition que nous renvoyons les déchets au pays d'origine. Nous n'avons pas l'intention de faire de la France une poubelle nucléaire. Nous retraitons, nous renvoyons le produit retraité. Et nous gardons les garanties de l'agence de Vienne quand même. Sous les garanties de l'agence de Vienne, bien entendu, toutes ces opérations se font dans ce cadre. On vient de vous parler de l'agence de Vienne, une organisation internationale qui dépend de l'ONU et qui est chargée de surveiller tous les maniements et les mouvements de matériaux nucléaires à travers le monde. Nous avons voulu savoir exactement quelles sont les possibilités d'action de cette agence, mais aussi ses limites. Voici par exemple une centrale électronucléaire tchécoslovaque. Les inspecteurs de l'agence de Vienne arrivent tout simplement en voiture, mais ils sont obligés de prévenir de leur visite les dirigeants des installations nucléaires. Le premier contrôle est pour la bonne marche de la centrale, car la quantité de courant fabriqué est en rapport direct avec le poids de combustible nucléaire consommé. Puis vient la visite du réacteur. Il faut en effet connaître le chemin parcouru par chaque gramme d'uranium pour être capable de dire si des matières radioactives ont été ou non dissimulées au contrôleur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas si facile de détourner de quoi faire des bombes nucléaires. Et l'agence de Vienne estime donc qu'avec 75 inspecteurs, elle peut surveiller pour l'instant le monde entier. Ou au moins ceux qui acceptent de se laisser surveiller et d'ouvrir leurs installations, toutes leurs installations. L'Inde, par exemple, n'a pas voulu que les scellés de l'agence soient placés dans tous ses centres. 3 sont contrôlés, mais pas les 4 autres. Oui, à ce propos, la France n'accepte pas non plus de se plier aux vérifications de l'agence internationale de Vienne. C'est ce qu'on apprend ce soir par une dépêche. Et les États-Unis et le Canada, qui sont fournisseurs d'uranium, risquent bien à cause de cela de priver l'année prochaine, du moins ils menacent, de priver la communauté économique européenne d'approvisionnement en uranium. Le Premier ministre roumain, M. Manescu, poursuit sa visite en France où il vient de signer d'importants contrats industriels, notamment avec la société automobile Citroën qui va construire une usine en Roumanie. M. Manescu a visité ce matin en compagnie de M. Taylor, le président de Citroën, l'usine d'Aulnay-sous-Bois près de Paris. Une usine qui produit notamment la CX et la nouvelle berline LN. Dans l'après-midi, on apprenait que Citroën allait construire un complexe industriel en Roumanie. Dans quelques années, cette usine produira une berline populaire d'un modèle nouveau. Sa principale caractéristique sera d'être particulièrement économique. Ce nouveau modèle sera vendu en Europe occidentale et dans les pays de l'Est. La construction de cette usine devrait entraîner la création de 1200 emplois chez Citroën et de 2500 emplois chez les fabricants de pièces détachées. Hier soir, c'est-à-dire, Raymond Barre a abordé les problèmes sociaux et principalement celui de la politique contractuelle. Et à ce propos, il a tenu à souligner que cette politique n'était pas unilatérale. Lorsque l'entreprise est en expansion, a-t-il dit, il est normal que ses employés en bénéficient, mais lorsque cela va mal, il est tout aussi naturel qu'ils acceptent de faire face aux problèmes qui se posent. Cette recommandation du Premier ministre n'a pas été a priori retenue par M. Georges Segui, le secrétaire général de la CGT, qui aujourd'hui a déclaré qu'après les actions de ces dernières semaines, il n'y aurait pas de trêve des confiseurs, comme l'on dit, pendant la période de Noël. Toutefois, le leader de la CGT n'envisage pas de nouvelles actions concrètes avant le début de l'année prochaine. À retenir aussi l'affirmation suivante. Il n'est pas question pour nous de sacrifier l'intérêt des travailleurs aux prochaines échéances électorales. Un jugement qui vient en contrepoint de ce que M. Edmond Maire disait la semaine dernière sur Antenne 2, en estimant qu'en cette période, le combat syndical ne pouvait ignorer le contexte L'échéance politique. électorale prochaine, c'est au début du mois de mars. Eh bien, dans les 2 mois et demi qui nous séparent de cette échéance que nous ne voulons pas perturber, nous avons largement le temps de porter de nouveaux et puissants coups à cette politique d'austérité qui n'est pas seulement contraire aux intérêts des travailleurs, mais qui est contraire aux intérêts de toute la collectivité nationale. Voilà pourquoi la CGT est décidée à lutter avec toute l'énergie que cela suppose et dans l'unité la plus large avec toutes les autres organisations syndicales, avec ce front syndical commun qui vient de se créer, de telle manière que satisfaction soit donnée aux revendications légitimes pour lesquelles les travailleurs combattent. Et d'ici là, vous ne craignez pas de vous faire doubler par le Premier ministre? Le Premier ministre a pris sur le plan social un tel retard qu'il ne rattrapera jamais.
À noter encore dans le domaine social que la grève des comédiens est pour l'instant reconduite jusqu'au 5 janvier. Les négociations avec les responsables des chaînes de télévision doivent tout de même reprendre au début de la semaine prochaine. Le sondage publié aujourd'hui par l'hebdomadaire Paris Match est sans doute l'un des plus précis sortis jusqu'à maintenant. Ce sondage, réalisé par l'IFOP, conclut que la gauche aurait remporté les élections législatives si elles avaient eu lieu ce mois-ci. Ces estimations sont d'autant plus intéressantes que l'IFOP a procédé à une simulation de vote circonscription par circonscription et en tenant compte par exemple du crédit personnel d'un député dans sa propre circonscription. 3 hypothèses ont été envisagées. La gauche l'emporte le plus facilement si elle a devant elle un candidat unique de la majorité. Un peu moins facilement s'il y a 2 candidats de la majorité, et encore un peu moins facilement, mais tout de même confortablement, avec une quarantaine de sièges environ d'avance, si la majorité présente 3 candidats. Conclusion donc, plus la majorité actuelle se présente en ordre dispersé, mieux elle se défend. C'est peut-être pour ces raisons que ces leaders se chamaillent actuellement à coups de phrases aigres-douces, à l'exception toutefois de quelques hommes comme M. Jérôme Monod, le nouveau bras droit de M. Chirac, le président du RPR. J'espère, je souhaite, et je pense d'ailleurs que les Français ne somnubilent pas sur ces problèmes qu'on met souvent en exergue de façon un peu abusive. Une question à brûle, Jérôme Monod. Est-ce que vous êtes l'homme qui allait réconcilier Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing? Je ne pense pas que cette question se pose, puisqu'il n'y a pas, que je sache, de brouille d'aucune façon, ni de dissentiment entre les 2 hommes. Ce que je ferai, et je crois ce que je dois faire, puisque le rassemblement est tout entier dans la majorité, c'est de faire en sorte que rien ne puisse élargir le fossé que certains voudraient creuser, et notamment, naturellement, la coalition socialo-communiste. Et par conséquent, étant un ancien fonctionnaire, étant venu pour des raisons personnelles qui recouvrent à mon sentiment une cause qui est une cause très générale et très importante, je souhaite effectivement être tout à fait modéré et je dirais modérateur. Alors prenons un exemple, Jérôme Monod, peut-être pas un fossé mais disons une fissure, les investitures. Faut-il, comme Jacques Chirac le pensait quand il était Premier ministre, les faire accorder par le Président de la République ou bien, comme il le pense maintenant, par les partis de la majorité? Écoutez, je crois me souvenir qu'à l'époque où Jacques Chirac était Premier ministre, il n'y a jamais eu d'arbitrage sur des candidatures pour des élections. Il y a eu concertation, il y a eu discussion, il y a eu conciliation, mais il n'y a pas eu d'arbitrage. Et par conséquent, à l'heure actuelle, pour les municipales, et je pense demain pour les législatives, c'est cette concertation qu'il faut développer et qu'il faut pousser de telle façon que l'idée même d'arbitrage ne vienne pas à l'esprit. Voici donc le spectacle étonnant de cette majorité partagée entre 2 stratégies, l'unité et la diversité. Les plus habiles disent l'unité dans la diversité. Mais ce n'est pas un chemin facile à suivre. Depuis quelques jours, c'est évident, la majorité est debout sur les freins, elle s'arc-boute pour que n'apparaissent pas les fissures qui la gagnent. Mais dans le même temps, chacun de ces leaders ne peut s'empêcher de jeter des billes à défaut de grenades sur la route du concurrent. C'est Yves Guéna qui dit que la notion de majorité présidentielle n'est pas mobilisable, ce qui n'était pas gentil pour Valéry Giscard d'Estaing. C'est Jean Le Canuet qui, 1 heure après, dit le contraire, les mêmes hommes s'opposant d'ailleurs sur la procédure d'arbitrage au sommet. Cela dit, chacun s'empresse dans le même temps de déplorer les bagarres internes de la majorité. À un autre niveau, c'est Raymond Barre qui, hier soir, sur notre antenne, s'étonne de l'extraordinaire indulgence dont on a fait preuve vis-à-vis de son prédécesseur, Jacques Chirac. En un mot, il n'est pas facile de vouloir tout à la fois gagner les élections sans marcher un peu sur les plates-bandes de ses amis. L'opposition connaît le problème. Disons qu'en ce moment, elle sait mieux faire prendre ses divergences pour des différences. Et toujours en rapport avec ces problèmes de la majorité, M. Delamalène, le candidat du RPR à la mairie de Paris, a tenu une conférence de presse aujourd'hui au cours de laquelle il s'est déclaré opposé à la candidature de M. Dornano parce qu'il est le candidat désigné par l'exécutif, le gouvernement. Vous l'entendrez d'ailleurs préciser sa position dans notre dernière édition en fin de soirée. Et puis encore, les députés continuent leur série d'escarmouches contre le gouvernement. Ce soir à l'Assemblée, des parlementaires de la majorité et des socialistes ont saisi le Conseil constitutionnel pour qu'il examine les conditions dans lesquelles le gouvernement a fait amender la loi de finances en présentant devant les sénateurs des amendements qu'il n'avait pas d'abord proposés aux députés.
Le débat s'étant terminé très tard, mardi soir, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a pu avoir une vue d'ensemble des réactions suscitées par l'émission des dossiers de l'écran, où après la projection du film L'Aveu, un débat était consacré au problème des libertés dans les pays socialistes de l'Est. Les réactions de nos confrères de la presse quotidienne tournent souvent à la polémique. Ainsi, dans le Figaro, Raymond Aron s'étonne que le Parti communiste français ait délégué pour le représenter à l'émission M. Jean Canapa, qui, selon lui, est le plus stalinien des staliniens, pour affirmer publiquement qu'il ne savait pas ce qui se passait dans ces pays à l'époque où se situe le film, c'est-à-dire dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. L'aurore s'en prend également à M. Jean Canapa. L'éditorialiste Jean Laborde dénie aux représentants du PC le droit de dire qu'aujourd'hui il est prêt à partir en guerre contre les abus qui seraient commis dans les pays socialistes. Enfin, sous la plume de René Andrieux, l'Humanité titre La réalité en face, ajoutant qu'il est bon de la regarder en face, cette vérité, même si elle est amère, et de dénoncer avec toute la vigueur nécessaire de telles iniquités pour qu'elles ne puissent plus jamais se reproduire par ailleurs. L'Humanité reproduit également, vous l'avez vu, le commentaire du journal tchécoslovaque Rue des Pravos qui, dès hier, critiquait le film L'Aveu qui se passe en Tchécoslovaquie, mais qui n'évoque ni le débat qui l'a suivi, ni la présence de M. Canapa. Sport, ski, une victoire suisse dans le slalom spécial de Cortina d'Ampezzo, c'est Lise-Marie Morerode qui a pris la première place. Les Françaises aujourd'hui se défendent pas mal, Danielle de Bernard est 5e et Perrine Pellen 8e. Une très bonne performance dans la mesure où, dans la première manche, elle n'a pris le départ qu'en 50e position. Décidément, il n'y a aucune surprise dans les résultats féminins de ski cette saison. Anne-Marie Preul a repris son sceptre en descente et Lise-Marie Morero demeure la reine incontestée du slalom, quelle que soit la neige. Elle avait remporté le géant sur une neige mouillée à Val d'Isère. Aujourd'hui, sur une neige dure, elle a dominé très facilement et dans les deux manches ses adversaires du slalom spécial, dans un style qui lui est propre et qui semble en avance sur son époque. Annie Wenzel est 2e à 1 seconde 35, Claudia Giordani 3e à 1 seconde 52. Encore qu'il soit difficile de porter des jugements définitifs en début de saison, on peut penser que la Coupe du Monde se jouera entre Preul et Morero. Leur supériorité est telle que, sauf blessure, toujours possible, on ne peut guère se tromper. Les Françaises, de Bernard en tête, essaieront de figurer. Rien à voir avec les skieuses. 6 tonnes et demie, c'est le poids de King Kong 76 qui commence une nouvelle carrière cinématographique à partir de demain dans toute la France. Le nouveau King Kong est toujours aussi fort, mais pas beaucoup plus intellectuel que son aîné, apparu pour la première fois en 1931. Il n'y a pas que le gentil Père Noël pour envahir le monde ce mois-ci, les monstres eux aussi débarquent. En 2 jours, 2 King Kong sur l'écran, en 1 semaine, King Kong roman et King Kong Story de René Château en librairie. King Kong Senior, né en 1931, réalisé par Marianne Cooper et Ernest Schoedsack, coûtait 430 000 $. King Kong Junior, né en 1976, en a coûté 23 millions. Il a été produit par Dino de Laurentiis, qui avait été séduit par la photo du premier ornant la chambre de sa fillette, sans doute inaccessible au cauchemar. À lui tout seul, le roi Kong, 6 tonnes et demie d'acier, d'aluminium, de fil électrique et de crin de cheval, est revenu à 1 700 000 $. Jessica Lange a passé 2 mois dans sa main énorme qui pouvait, grâce à 20 opérateurs, prendre 16 positions différentes. 1 an avant la sortie du film, la production avait annoncé qu'elle offrirait une affiche gratuite à qui en ferait la demande. En 3 semaines, 25 000 personnes écrivirent, hommes de loi, ménagères, enfants, diplomates, médecins, sportifs. Tout le monde était intéressé par le singe de 12 mètres de haut, amoureux d'une dame d'1 m 65. Pourquoi cette vague d'intérêt? Sociologues et psychanalystes expliquent. Parce que le monstre symbolise l'animalité tapie en nous. Animalité que nous refusons et revendiquons en même temps. Qui n'a souhaité saisir une rame de métro ou un paquebot et le casser comme un jouet? Qui n'a rêvé de lancer des avions à réaction comme des fléchettes? Mais le roi Kong, si magnifique, est quand même tué à la fin. Ce qui nous console de ne pas être un grand singe tout-puissant.
On a volé l'épée de Charles X. Cela ressemble au titre d'une chanson déjà célèbre. C'est pourtant une réalité. La nuit dernière, un commando très bien organisé s'est introduit dans le musée du Louvre pour y dérober l'épée royale. Un objet difficile à négocier, mais qui est serti de diamants, qui sont eux beaucoup plus faciles à revendre. 2 gardiens ont été blessés alors qu'ils tentaient d'intervenir. Aucun rapport de cause à effet avec le sujet précédent. À partir de demain, sur Antenne 2, entre 19h40 et 19h45, juste avant la caméra invisible et le journal, Jacques Chancel vous présentera un chef-d'œuvre du Louvre, et puis dans la soirée, vers 22h, tous les jours également, un spectacle en direct du musée du Louvre. En avant-première de cette série, je vous propose de faire connaissance ce soir avec le buste d'Amenophis IV. Ce buste fragmentaire d'Amenophis IV est certainement un des monuments les plus prestigieux de notre département des antiquités égyptiennes. Et à 3 titres. Nous le chérissons particulièrement. D'abord, parce qu'il constitue un témoignage de reconnaissance offert au peuple français par l'Égypte, afin de remercier notre pays d'avoir collaboré pendant tant d'années sur le plan scientifique, technique, à la sauvegarde des monuments de la Nubie, qui étaient menacés par la construction du grand barrage d'Aswan. Plus de 24 temples sauvés et un peu plus de 100 chantiers de fouilles. La France y a collaboré au premier chef, mais n'est-elle pas, comme vous le savez, le pays Champollion? Un autre intérêt incontestable est celui qui nous place au point de vue esthétique. Vous avez tous entendu parler de cette fameuse révolution amarnienne qui a fait d'un jeune roi, Amenophis IV, le champion d'un art nouveau, d'un art beaucoup plus réaliste, d'un art où l'on tentait d'exprimer le véritable visage et l'aspect réel des choses et non plus une sorte de synthèse comme le voulait la tradition créée, il faut bien le dire, par le sacerdoce. Ainsi donc, avant même que Amenophis IV ne se rende dans sa capitale révolutionnaire de Tel el-Amarna, c'est à Karnak qu'il a fait ses premiers essais, qu'il a demandé aux artistes qu'il instruisait lui-même, disent les textes, de se rapprocher de la nature et de créer cet art extraordinaire dont vous avez ici un exemple que jamais nous n'aurions pu oser espérer acquérir où que ce soit. C'est donc ces traits ou traits, mais d'une vérité criante qui exprime ici même cet essai d'introspection et de naturisme comme on ne l'a jamais vu en Égypte auparavant et comme on ne le rencontrera jamais après. Et puis enfin, un troisième facteur qui est aussi primordial est le fait qu'en Égypte, de tout temps au reste, l'art exprimait un message religieux. Et plus que jamais, à l'époque du jeune roi réformateur Amenophis IV, c'est-à-dire au début du XIVe siècle avant notre ère, ce buste exprime-t-il un fait nouveau. Désormais, le pharaon n'entamera plus le dialogue avec ses frères les dieux en un face-à-face extraordinairement puissant mais loin du réel. Maintenant, Pharaon, fils de Dieu mais incarné sur terre, va condescendre, à regarder, à dialoguer avec l'homme, et c'est dans ce sens que je vous demande de contempler une fois de plus ce visage où les yeux penchés vers le sol, où marchent les êtres humains, ses frères, le roi, prêt à parler, regardez l'expression de sa bouche, est en train de donner son enseignement, l'enseignement en une divinité unique, ce que les prêtres connaissaient, mais ce que le commun des mortels n'avait pas encore pu aborder dans son entendement, et c'est le fameux hymne solaire au Tout-Puissant, au Dieu unique, cette expression du monothéisme où tout est frère, aussi bien les hommes, les oiseaux que les plantes, et dont on trouve dans nos temps relativement modernes une version dans les chants si beaux et si purs du Saint François d'Assise. Je vous rappelle donc cette émission tous les soirs à 19h40 jusqu'à 19h45 sur Antenne 2, un chef-d'œuvre du Louvre à partir de demain donc. Avant de passer à la météo, je vais vous donner lecture de 2 dépêches qui me sont parvenues pendant le journal et qui sont importantes. D'abord, en Espagne, aujourd'hui, l'arrestation, une nouvelle arrestation, pourrait-on dire, de M. Marcelino Camacho, le leader
ouvrier espagnol bien connu. Et puis également une dépêche qui me parvient des États-Unis. Gary Gilmore, ce condamné à mort qui veut absolument être exécuté et qui doit l'être le 17 janvier prochain, vient d'être hospitalisé d'urgence après avoir avalé une importante dose de barbiturique, sans doute pour se suicider. La météo donc, attendez, avant la météo, j'ai oublié également le tiercé. 9, 12, 19, il y avait donc un tiercé aujourd'hui. Dans l'ordre exact, pour 5 francs, 1170 francs, et dans un ordre différent, 234 francs. Voilà, la météo donc, pour terminer. Aujourd'hui, les températures toujours très basses se sont cependant radoucies dans l'extrémité sud-ouest du pays. Demain, du nord de la Seine à l'Alsace, la Lorraine et au Jura, le temps restera froid, nuageux avec des éclaircies. Le matin, il y aura des gelées, des brouillards givrants et des nuages. De la Bretagne au bassin aquitain et sur les régions méditerranéennes, le temps sera un peu plus doux, très nuageux et brumeux avec des pluies éparses. Entre ces deux zones, le temps d'abord assez froid s'adoucira dans la journée. Le ciel y sera très nuageux avec de la neige en plaine et des risques de verglas entre la Normandie et le Massif central. Voilà, ce journal est terminé. Au nom de toute la rédaction d'Antenne 2 qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente soirée. Mais avant de nous quitter, le rappel des principaux titres. Arrestation à Creil du tueur de Londres. Le référendum consacre l'échec des ultras du franquisme. La hausse pourrait atteindre 15%. La France n'exportera plus de matériel utilisable pour la bombe. 23h10, dernière édition du Journal d'Antenne 2.